monde. On va juste donner une petite minute à tout le monde à se joindre, à se connecter et on va commencer. Bonjour tout le monde et merci de s'avoir connecté aujourd'hui pour cet atelier sur les demandes de financement. On est très content de vous accueillir aujourd'hui et nous allons présenter des sources de financement de FCM ainsi qu'une présentation de EOS Éco-Énergie et des salles séparées pour des discussions à niveau provincial. Alors, si vous avez besoin d'interprétation, s'il vous plaît, cliquez sur l'icône du globe en bas de l'écran pour choisir la langue de votre choix. Nous allons prendre des questions à la fois en anglais et en français. Alors, si vous avez besoin de l'interprétation dans un des deux langues, choisissez la langue de votre choix. Alors, Climat Atlantique opère dans le Canada Atlantique qui se trouve sur les terres natales non cédées et non abandonnées de plusieurs peuples autochtones, y compris le Mi'kmaq, Wolastoqey, Passamaquoddy, Anawapskaway et Abenaki, qui sont tous membres de la Confédération Wabanaki, ainsi que le Beothuk, Innu et Inuit. On va passer à travers de l'ordre du jour, le programme aujourd'hui. On va commencer avec les introductions et le bienvenu. Ensuite, nous allons continuer avec une mise en contexte que vous recevez en ce moment et un petit peu plus dans quelques instants ici. Suivi à ça seraient les financements de la FCM et une session de questions-réponses. Ça va être un sommaire assez bref des opportunités. C'est le premier d'une série de webinaires et donc vous pourrez en apprendre plus dans les webinaires à venir. Par la suite, nous allons avoir une présentation donnée par EOS sur la collaboration entre les communautés et les organisations à but non lucratif. À 11h10, nous allons avoir des salles séparées qui sont reliées aux sources de financement disponibles ainsi que divers supports accessibles dans votre province. Et par la suite, nous allons terminer avec une session générale de questions-réponses. Et on va terminer la réunion juste à l'entour de midi. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Trevor. Bonjour tout le monde, je suis le coordinateur de résilience municipale ici à Climate Atlantique et le source de financement pour l'atelier aujourd'hui est fourni par la Fédération des Canadiens des municipalités pour l'adaptation climatique. Il y a 13 projets qui sont financés au travers du Canada Atlantique et nous sommes un des 6 projets partenaires qui sont capables d'amener pour vous présenter et animer des sessions telles que celle-ci à vous. Alors, Climatique est capable de fournir de nombreux services, non seulement pour les municipalités et les communautés, mais aussi pour tous les Canadiens de l'Atlantique. Et le programme d'aujourd'hui, même si c'est vraiment géré envers les communautés, on livre cette information à tout le monde gratuitement et avec aussi peu de barrières que possible pour que l'adaptation climatique devienne aussi accessible que possible. Climat Atlantique fournit de nombreux services. Ça peut être à travers de demandes de services simples jusqu'au programme qu'on offre.
qui sont pour soit de la formation ou pour aider vous diriger vers des sources de financement disponibles, comme on fait aujourd'hui, ainsi que les apprentissages et les engagements qui vont avoir lieu après la session d'aujourd'hui. Et juste communication continue à tous nos partenaires et collaborateurs, ainsi que tout le monde qui cherche de l'information sur l'adaptation. Des discussions sur le financement aujourd'hui. On va retourner à l'arrière. On a manqué un peu de diapositives. Là. Les discussions sur le financement. Alors, la session d'aujourd'hui, c'est pour fournir de l'information sur des sources de financement à long terme pour l'adaptation, à la fois du niveau provincial et fédéral. Et la session va vous fournir un support pour naviguer ces sources de financement à tiers parties, comment en tirer part de vos partenaires, et des services pour soumettre votre application lorsque le temps vient. Vous allez avoir un survol des sources de financement provinciales et fédérales qui existent en ce moment, et même avoir de l'engagement avec ceux qui administrent ces fonds, qui octroient les fonds. Nous allons fournir des exemples de collaboration. Nous avons Carl de EAOS avec nous aujourd'hui, qui va nous donner un exemple de collaboration avec la municipalité à travers d'une organisation à but non lucratif. Aussi, allons avoir de l'information sur les stratégies pour accéder aux fonds en utilisant des outils, des ressources comme le navigateur de financement ou prendre une session avec FCM quand le temps vient que vous avez besoin de financement, ainsi que des astuces, par exemple, surveiller lorsque les sources de financement ouvrent et ferment et qu'est-ce qui constitue une bonne application de financement. Alors, je vais introduire le premier animateur, premier présentateur, Charline, avec la Fédération canadienne des municipalités. Elle va nous présenter sur des bonnes informations sur le Fonds municipal vert et les fonds qui sont disponibles. Excellent. Merci, Trevor, pour l'introduction. Et merci à Atlantique pour nous avoir accueillis aujourd'hui pour qu'on puisse parler de nos diverses sources de financement en termes d'adaptation climatique. Comme Trevor a dit, mon nom c'est Charlene. Je travaille pour le Fonds municipal vert comme un travailleur de contact, spécifiquement pour le programme Local Leadership et Climate Adaptation qu'on va parler d'aujourd'hui. Je vais brièvement aussi discuter notre programme GCCC, faire croître les canopées canadiennes, un autre programme adaptif que nous avons à FMV. Alors, si vous avez des questions, après la petite session, nous aurons une période de questions et aussi, je vais inclure mes informations de contact. Alors, sentez-vous libre de me contacter, faire une rencontre, m'envoyer un courriel. Vraiment, ma tâche, c'est de vous accompagner à travers du processus d'application. Alors, toute question, il n'y a pas de question qui est trop petite. Alors, vraiment, gardez ça en tête. Excellent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les fonds municipaux verts, c'est un programme qui fait partie des Fédérations canadiennes des municipalités. C'est une division qui a été créée dans les années 2000 et c'est un programme de l'ordre de 2,4 milliards de dollars. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce fonds, c'est qu'on offre un mélange de subventions et de prêts, mais il y a aussi une capacité, un développement de capacité. Alors, pour nous, c'est pas assez de juste financer les projets. On veut aussi accompagner les municipalités pour s'assurer qu'eux puissent démarrer leurs projets. Alors, si vous êtes intéressé dans ce type de développement de capacité et ces options, nous avons plusieurs offres pour vous, pour les communautés en pratique, divers ateliers. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui est disponible, on offre ceci. Alors, comme j'ai dit, le Fonds municipal vert, cette division du FCM existe depuis 2000, l'année 2000. Et entre-temps, nous avons diminué 2,9 millions de tonnes de GES évitées. Il y a eu au-delà de 2000 projets d'approuvés et 1,6 milliard de dollars d'initiatives approuvées.
Alors, comme j'ai dit, à GMF, nous avons l'adaptation, comme on discute aujourd'hui, mais il y a aussi plusieurs autres initiatives. Alors, si vous envoyez ici sur la liste qui vous intéresse, sentez-vous libre de m'envoyer un message et je peux vous connecter avec le bon individu pour discuter de ces projets. Je vais donner juste un survol bref pour que vous pouvez les garder sur votre radar au cas où ça vous intéresse. Nous avons des programmes pour des bâtiments municipaux durables, pour des systèmes énergétiques communautaires, valorisation énergétique des déchets organiques, électrification des parcs de véhicules municipaux, des projets qui ont une transformation locale vers la carboneutralité, zéro émission, alors prendre des déchets et les convertir dans une source d'énergie qui est utile pour chauffer les édifices, par exemple. On a aussi toute une série et pour les initiatives éco-énergétiques. Alors, nous avons le financement de l'efficacité communautaire, la rénovation de bâtiments de loisirs, logement abordable et durable. C'est tous divers programmes qui sont sur le côté de mitigation euh, pour le changement climatique. Alors, c'est réduire l'empreinte de carbone. Mais aujourd'hui, on va parler des deux programmes en bas à droite qui sont plus du côté adaptation, sachant que le changement climatique est en cours et adapté à ce dernier. Alors, comme j'ai dit, ces deux programmes qu'on va discuter aujourd'hui, un, c'est la croissance de la canopée des collectivités canadiennes. C'est tout à propos de la semence des arbres, planter les arbres. On va en plonger plus de façon approfondie, mais on subventionne 50 des coûts de semences. Et de l'autre côté, nous avons le leadership local pour l'adaptation climatique, qui est le programme qu'on va se concentrer dessus principalement aujourd'hui. Alors maintenant, faisons une plongée approfondie dans le programme de leadership local en adaptation climatique. Nous avons deux différents programmes sous ce canopé, le plan et processus adapté au climat et aussi adaptation en action. Alors, les plans et processus adaptés au climat, ça vous prépare d'être prêt à faire un projet capital et l'adaptation en action, tel que le titre suggère, c'est vraiment prendre action, les bottes à terre, des étapes réelles. Alors, adaptation en action est couramment ouvert, présentement ouvert, et va rester ouvert jusqu'à, il y a deux différentes entrées, et ça va être ouvert jusqu'en octobre. Et le plan et processus adapté au climat va s'ouvrir plus tard cet été. Les dates n'ont pas encore été établies ou divulguées. Je ne suis pas certaine qu'est-ce qui est arrivé ici. Si on peut revenir dans le mode de visuel pour la diapositive. Parfait. Alors, la grande question qu'on aborde, c'est est-ce que vous avez été victime des répercussions des changements climatiques? Alors, je suis curieuse si les gens veulent peut-être écrire quelque chose dans le chat, ce qu'eux, ils ont vécu en termes de répercussions des changements climatiques dans leur municipalité. Je vais vous donner juste une minute à écrire quelque chose, ce que vous avez vécu. Et je prends pour acquis qu'aux provinces atlantiques, il y a beaucoup d'érosion des côtes littorales, euh, des inondations, etc. Mais je suis curieuse de voir ce que vous avez vécu, vous, à terre, les bottes à terre. Beaucoup d'avertissements de chaleur, je suis en accord. Moi, je suis à Montréal et il fait très, très chaud à Montréal aujourd'hui. Christina dit inondation et érosion. Nous avons des érosions côtières par Gabi ici, des vagues de chaleur plus longues et plus intenses, des storm surge. Je suis désolé, j'ai oublié la traduction. Mais elle dit des changements saisonniers, des feux de forêt, érosion, absolument. Alors, vous vivez, Adrian a dit, des inondations à l'interne, mais sur les côtes, c'est un grand problème. De la glace, des inondations. Bon, vous vivez beaucoup de différents aspects du changement climatique. Et donc, la raison que ce fonds existe, c'est pour qu'on puisse prendre des mesures proactives
les bottes à terre. Une statistique qui est mentionnée souvent, c'est que 1 dollar investi aujourd'hui va vous épargner 13 à 15 euh, dans, dans, dans l'avenir en termes d'adaptation climatique. Alors pour nous, c'est vraiment important d'accompagner les municipalités pour qu'on ressent moins le stress dans l'avenir. Alors, une chose à mentionner ici à propos de l'adaptation en action, c'est que nous avons deux différentes voies. Vous pouvez voir en bas de la diapositive, nous avons une étude de faisabilité et projet de mise en œuvre et divers montants qui sont attribués aux deux. Alors, on a la phase de planification, ensuite la phase d'action et au sein de l'action, nous avons la mise en œuvre et l'action en soi-même. Alors, voici juste un petit diagramme qui démontre les divers programmes et comment on peut les voir en réalité. Comme vous voyez, le plan et processus, c'est la planification pour l'adaptation, c'est les plans d'adaptation, une évaluation de risque des plans d'adaptation. C'est quelque chose qui est un parapluie général. Et l'adaptation en action, c'est les actions concrètes, puis l'installation d'infrastructures, etc. Nous aurons un autre plan qui va être dévoilé plus tard cette année, qui va être appelé financement de l'adaptation, qui est un mélange d'offres de financement ainsi que des sources de financement privés et publics. Et par la suite, on va parler de la croissance de la canopée des collectivités canadiennes, qui est vraiment d'incorporer de la verdure partout. Les plans et processus adaptés au climat. Alors, ce qu'on a ici, c'est une offre qui va vous permettre, les communautés locales, d'adopter à grande échelle des plans de gestion des actifs axés sur le climat, des évaluations des risques et des vulnérabilités, ainsi qu'un soutien au développement des capacités. Comme j'ai dit, c'est la planification derrière l'action. Et les types de projets qui sont éligibles, qu'on va accepter, sont des évaluations des risques. Alors, nous avons des planifications de l'adaptation, des évaluations de la vulnérabilité. Alors, vraiment juste à haut niveau, une étude de tous les problèmes qu'on a mentionnés, l'érosion côtière, les feux de forêt, les inondations, etc. Et des exemples de coûts éligibles, nous avons le temps de travail, les frais de services professionnels, la formation. Et ça, c'est le programme qui va être dévoilé plus tard cet été avec les dates à déterminer. Ensuite, l'adaptation en action, comme j'ai dit, c'est déjà ouvert et il y a deux composantes. Alors, c'est le moment où on est les bottes à terre, on effectue le projet, la mise en œuvre, les projets réels. Et la première étape, c'est l'étape de l'étude de faisabilité. Et j'aime appeler ceci, c'est la recette de dévoiler le projet d'action. Alors, on veut savoir c'est quoi le budget, c'est quoi le pourquoi, le comment et la mise en œuvre. Le projet de mise en œuvre, c'est vraiment débuter et commencer ce projet. Alors, nous avons, pour l'étude de faisabilité, nous avons jusqu'à 80 des coûts éligibles sont couverts. C'est la recette pour dévoiler le projet capital. Et le montant maximal, c'est 70 000 $ pour la mise en œuvre. Par contre, la ligne de base, c'est 60 des coûts éligibles, admissibles. Et ce qui est très important ici, c'est que les coûts admissibles ne peuvent pas dépasser 1 million pour la mise en œuvre. Plus que ça, il y a un programme fédéral qui s'appelle CIMAR qu'on peut accéder. Et le projet doit être un projet complet. Alors, par exemple, si vous faites la restauration des terres humides, on doit s'assurer que le projet est par soi-même, il n'est pas associé à quoi que ce soit d'autre. Nous, on veut savoir qu'une communauté crée plus de résilience du début à la fin. Alors, vraiment, un projet indépendant qui ne fait pas partie d'une plus grande série de projets. Alors, j'ai donné un petit exemple ici d'un projet d'adaptation en action qui a été financé. Alors, dans la région d'Annapolis-Royal, nous avons la restauration des côtes dues aux tempêtes. Pour vous donner un exemple de quel type de projets qui sont éligibles de votre région, et aussi, nous avons la mise en œuvre
de sources d'électricité aux infrastructures critiques à l'île Prince-Édouard. Et voilà les montants qui ont été approuvés pour vous donner une idée de quel projet, quel type de projet que vous pouvez appliquer avec. Et une chose que j'ai oublié de mentionner pour l'offre, c'est que c'est une offre qui est ouverte pour les prochaines 8 ans, alors jusqu'à 2033. Et donc, chaque municipalité peut accéder, dépendamment de la taille de la municipalité, pour des populations moins que 50 000, vous êtes capable d'accéder à un projet de mise en œuvre, une étude de faisabilité dans cette période. Alors, pour la durée de cette période, pour des populations au-delà de 50 000, on peut le faire 2 fois, de 50 000 à 500 000, et des populations au-delà de 500 000, on peut en accéder 3. Et c'est là que la durée du programme, ça c'est pour la durée du programme jusqu'à 2033. Alors, ça c'est un survol général. Et maintenant, je vais faire un survol de la croissance de la canopée des collectivités canadiennes. Et comme j'ai dit, ça c'est la semence des arbres. C'est un fonds qui est de taille de 291 millions de dollars. Il y a de financement pour au-dessus de 500 initiatives et c'est d'ici à mars 2031. Et on aimerait avoir à peu près 1,2 million d'arbres de plantés. Et ce programme est un effort combiné pour la plantation d'arbres, mais aussi pour la planification stratégique, y compris des plans, des études, opérations et personnel. Et pareil comme avec l'autre, on offre développement de capacité. C'est spécifiquement offert par Tree Canada. Alors, si vous n'avez pas de spécialiste de verdure dans votre communauté, ou même si vous en avez, leurs spécialistes à la fois en foresterie urbaine et notre programme, vous pouvez présenter vos idées à eux et ils vont vous accompagner pour soumettre une idée de projet. Alors, nous avons, comme j'ai mentionné, deux différents programmes. Nous avons la plantation d'arbres. Alors, ce programme est maintenant ouvert. Alors, vous pouvez soumettre votre application à partir de maintenant. Les financements terminent, je crois, le 18 septembre. Alors, vous avez encore du temps à soumettre si ça vous intéresse. Alors, les exemples de projets admissibles, nous avons la plantation d'arbres en bordure de rue, la plantation en milieu urbain, la plantation d'arbres dans les parcs, la restauration des forêts et la reforestation. Alors, le tout se comprend, le tout se trouve dans un contexte municipal, c'est très important. Et aussi, un autre élément qui est important, si vous avez déjà planifié de planter, disons, 200 arbres, pour nous, c'est pas d'offrir un rabais. On offre du financement qui va virer l'argent que vous avez mis à côté pour les 200 arbres à 400 arbres. Alors, c'est des projets par étapes qui vont vraiment vous permettre d'aller plus loin avec vos sous. Et comme j'ai dit tantôt, les coûts de plantation, c'est jusqu'à 50 des coûts admissibles pour ce programme. Chaque municipalité peut accéder jusqu'à 10 millions de dollars. On peut avoir du chevauchement de financement, qui veut dire si vous accédez au financement d'une autre organisation, vous pouvez les combiner pour couvrir plus que 50 des coûts. Mais c'est très important de reconnaître que ça ne peut pas être chevauché des financements avec 2 milliards d'arbres, qui est un programme fédéral, parce que notre financement vient d'eux. Alors, on ne peut pas dédoubler là-dessus. On peut aussi avoir jusqu'à un maximum de 1 million de dollars par municipalité pour des coûts d'infrastructure. Alors, si vous avez besoin d'enlever un trottoir ou vous voulez semer des sylvacelles, etc. Et aussi, les verdures sont couvertes jusqu'à 15 pour enlever des mauvaises herbes, etc. Il y a aussi une planification stratégique des financements qui sont disponibles. Ça dit ici printemps 2025, mais ça devrait être automne 2025 en vérité. Et c'est vraiment la planification à haut niveau en termes de votre plan de plantation. Et comme j'ai dit, le développement de capacité, c'est au sein de ce qu'on offre ici à GMF. Alors, vous êtes capable d'accéder à des conseils d'experts pour améliorer vos activités, des experts de forestiers urbains dans notre programme qui peuvent vous accompagner en s'assurant que votre plan est solide. On offre aussi des fiches d'information
pour vous aider avec le développement de capacité. Alors, vous pouvez prendre le code QR ici pour accéder à notre bibliothèque de ressources. Je ne sais pas si je l'ai mentionné pour l'autre, mais nous avons une bibliothèque de ressources de diverses astuces, informations pour vous aider avec vos projets. Alors, comment appliquons-nous? Comment allez-vous appliquer? La première étape, c'est de faire une vérification de l'état de préparation. Alors, vous pouvez voir si vous avez toutes les demandes nécessaires pour appliquer. Par exemple, pour appliquer pour adaptation en action, on a besoin d'un plan d'adaptation climatique. Pour être en mesure de soumettre pour un projet capital, nous avons besoin d'une étude de faisabilité. Et cette vérification de l'état de préparation va s'assurer que vous avez le tout que vous aurez besoin pour appliquer. Par la suite, vous allez contacter un représentatif de GMF, qui est moi, et vous pouvez avoir mes informations à la fin de ce webinaire. Vous pouvez faire une rencontre avec moi. C'est des durées de 30 minutes et on peut voir si le projet est éligible. Par la suite, il y a une pré-application et ensuite une demande complète. Après ça, vous pouvez vous attendre à recevoir une réponse d'ici à 6 mois. Et si vous aimeriez céduler une rencontre avec nous, faites seulement scanner le code QR. Mon nom, c'est Charline. Vous pouvez faire une rencontre avec moi ou mes collègues. Vraiment, comme j'ai dit, c'est notre responsabilité, c'est de vous accompagner. Alors, on est très content d'y faire et de nous rendre disponibles pour ce dernier. Alors, merci à tout le monde pour m'avoir écouté, ma présentation. Je vais être ici pour quelques minutes pour répondre à vos questions. Et dans le chat, je vais mettre mon courriel pour que vous puissiez me contacter si vous avez des questions ou si vous aimeriez faire une rencontre avec moi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat ou vous pouvez enlever la sourdine et le demander directement. Ah, j'en vois un ici, provenant de Pam Goodfellow, Ville de Fredericton. J'ai encore pas le courriel pour accéder au portal. Lorsque je le reçois, c'est quoi le temps d'attente? Pour la pré-application jusqu'à la planification, je comprends que nous avons seulement jusqu'à le 18 août pour la première réception. Je me demande si ça peut être poussé plus loin. Merci pour ta question, Pam. Oui, le portail devrait être en marche. On fait une transition interne de nos portails. Et donc, ça devrait être en marche soit cette semaine ou la semaine prochaine. Vous devriez recevoir un courriel, soit la semaine prochaine ou cette semaine, pour pouvoir accéder au nouveau portail. Par la suite, vous devriez être capable de vous connecter assez rapidement. Une fois que vous avez soumis le pré-application, vous allez recevoir, on demande à peu près 5 jours pour faire la revue. Et par la suite, vous pouvez accéder à l'application complète. Alors oui, comme vous avez dit, la date d'échéance, c'est le 18 août. Mais par la suite, il y a une autre prise en charge. Alors, lorsque ça finit le 18 août, on va en débuter une autre le 20 août jusqu'en octobre. Alors, deux prises en charge, une après l'autre. Alors, si c'est trop serré pour le 18 août, vous pouvez simplement soumettre pour la prochaine. Merci beaucoup, Charlene. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de lever la main ou le mettre dans le chat. Je serai contente de les adresser. Parfait. On a vu une autre question. Parfait. Quelle est une des erreurs les plus communes ou les lacunes que vous avez vues dans les applications pour les financements, pour les subventions? Très bonne question, Madison. En général, je pense que l'aspect la plus importante, c'est la portée du projet et le connaître du départ. Et c'est ça notre rôle, de vous contacter et s'assurer que les critères d'admissibilité sont atteints. Et donc, parfois, il y a des projets que
parfois les gens veulent soumettre des projets qui sont plus alignés avec la mitigation. Alors, comme j'ai dit, la mitigation, c'est réduire votre impact, tandis que ce programme, c'est pour l'adaptation. Alors, ça, c'est un aspect que j'ai vu parfois. Mais des erreurs communes, c'est une bonne question. Vraiment connaître la portée du projet dès le départ et s'assurer que ça atteint les requirements ou les critères d'admissibilité. Ça, c'est un des aspects avec lesquels on peut aider les applicants. Il y a une autre question. Charlene, tu peux y aller faire la lecture. Alors, provenant de Rebecca, nous avons, est-ce que le financement sera seulement applicable pour des projets basés sur terre ou est-ce que on peut développer des projets dans les habitations marines côtières qui sont adjacents aux municipalités? Avez-vous un exemple, Rebecca, de cette situation? Veux-tu enlever ta sourdine et peut-être eelgrass beds? Vous devriez essentiellement faire un argument. Alors, comme je disais, pour être en mesure d'appliquer pour l'adaptation en action, vous devez avoir complété une évaluation de risque ou un plan d'adaptation. Alors, au sein du plan d'adaptation, vous deviez faire la distinction entre les risques identifiés dans ce plan à ensuite le projet capital. Alors, si par exemple, vous avez identifié dans votre plan d'adaptation que un risque, ça a quelque chose à faire avec les eelgrass beds et faire la réhabilitation de ce dernier, vous êtes en capacité d'augmenter la résilience dans la communauté. Vous pouvez créer cet argument, mais on doit vraiment changer la perception à plus de résilience au sein de la communauté et ça doit être quelque chose qui supporte l'adaptation et la résilience. Alors, si vous pouvez trouver cette interprétation, si vous pouvez trouver ce fil conducteur, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais lorsque vous discutez de vos projets d'adaptation, vraiment réfléchir par rapport, c'est quoi vos vulnérabilités et comment pouvez-vous vous déplacer envers plus de résilience dans votre communauté. J'ai vu Pam Goodfellow. Est-ce qu'un projet peut être estimé au-delà de 1 million, mais comprenant qu'on peut seulement recevoir 600 000 du SCM et que la ville ou les autres partenaires vont financer le reste du projet? Ça ne peut pas être au-delà de 1 million parce que ça va tomber dans une autre catégorie, mais on peut chevaucher des financements. Alors, si vous êtes à 950 000 et je disais que la ligne de base qu'on peut recevoir, c'est 60 mais vous avez aussi 10 en ajout pour être une communauté en bas de 10 000 et un autre 10 si vous utilisez des solutions à base nature et un autre 10 si vous intégrez des rapprochements antiracisme, équité et inclusion. Et la raison que je dis ceci, c'est que la majorité du temps, on peut être financé jusqu'à 100 Le minimum qu'on peut recevoir, c'est 60 Et tout ça pour dire, c'est qu'on peut faire la somme pas la somme, mais on peut chevaucher des financements, mais le projet au total peut pas être au-delà de 1 million et ça doit être un projet seul par soi-même indépendant. Un autre projet de Samira ici pour les communautés autochtones qui sont basées de communautés, ils n'ont pas de statut ISC et ne sont pas connectés aux municipalités. Est-ce qu'ils sont toujours éligibles pour les fonds d'adaptation? Bonne question, Samira. Alors, premièrement, pour les peuples autochtones qui ne sont pas une municipalité, alors s'ils ne sont pas sur le CRA, à ce moment-là, on doit voir s'il y a une entente de service. Je ne suis pas certaine si la communauté en question aurait, disons, un service de gestion de déchets solides ou d'incendie. Toutes sortes d'ententes de service, ils peuvent maintenant appliquer à travers de l'autre municipalité.
Alors ça, c'est une solution pour ceci. Pour d'autres exemples, tu peux m'envoyer un courriel et on peut regarder de façon plus approfondie. Mais ça, c'est la première approche qu'on utilise pour ce dernier. Adrian a écrit une note ici pour ceux qui ne sont pas familiers avec les eelgrass beds et l'adaptation. C'est une approche basée sur la nature pour l'atténuation de l'action des vagues dans certains contextes et situations. Merci, Adrien. Je n'étais pas familière avec ce dernier. Alors, si vous pouvez créer un lien entre le projet que vous effectuez et l'adaptation, c'est ça qu'on cherche. Et comme je disais, vous avez un 10 de surplus si vous avez une solution fondée sur la nature et ce dernier, c'est une solution fondée sur la nature. C'est quelque chose à garder en tête aussi. M. Goodfellow a écrit que on peut faire l'addition avec DMAF. DMAF ne finance pas en dessous d'un million et nous, on ne finance pas au-dessus d'un million, alors ils sont incompatibles. Mais si vous avez une autre source de financement, vous pouvez ajouter les sources de financement. Mais comme je disais, si votre communauté se trouve à être en dessous de 10 000, si vous faites REI, si vous avez des solutions fondées sur la nature, vous pouvez accéder jusqu'à 100 de financement. Alors, ça, c'est quelque chose que je suggérerais, c'est de peut-être faire une rencontre avec moi. On peut regarder à votre cas, parce qu'il se peut que vous n'aurez qu'à payer 10 du projet. Et dans ce cas, le stackage, si vous le trouvez, c'est excellent, mais il y a moins de risques à ce point-là. Tara Ryan a écrit Je suis curieuse comment la semence des arbres ou les consultations vont fonctionner avec les gens de FCM ou des spécialistes d'autres groupes. Est-ce qu'ils vont se déplacer pour la consultation? Non, ce serait tout virtuel. La consultation est avec Tree Canada. Alors, ce qui arriverait, c'est si vous êtes intéressé à la consultation des arbres, je vous mettrai en contact avec Tree Canada. Et là, vous aurez quelque chose comme 3 ou 4 heures de consultation avant la phase d'application et ensuite plusieurs heures après l'application. Tout virtuel, mais c'est vraiment, ça regarde au travail que vous effectuez en ce moment et pour percevoir les nuances à l'intérieur de ces travaux. Alexandra Casey nous a dit que les applications de DMF sont ouvertes. Où peut-on avoir plus d'informations sur le programme? Merci, Adrien. Et Adrien a mis de l'information sur le programme. Je ne pense pas que c'est déjà ouvert et je n'ai pas plus d'informations face à quand ça va ouvrir. Merci, Trevor. Trevor a écrit c'est fermé, mais quand ça réouvre, vérifiez avec nous. Nous avons Port-au-Port en Terre-Neuve qui a écrit si notre plan municipal 2022-2032 a une section reliée à l'adaptation du climat, est-ce que ça suffirait comme avoir un plan en place? Oui, ça peut être un plan général de climat qui a à la fois l'adaptation et la mitigation. Alors, s'il y a une section sur l'adaptation qui évalue les risques, à ce moment-là, c'est ça qu'on cherche. On cherche à vraiment le plan d'adaptation va orienter les projets du futur. Alors, on veut savoir que vous avez regardé à ça, vous connaissez les risques et que les projets à venir s'alignent bien avec les exigences ou ce qui a été identifié comme un défi principal. Nous avons de Samira ici pour les communautés autochtones qui sont. On a déjà fait celle-là. Alors, Gabi nous a une question de canopée. Nous avons une subvention de Trees Canada pour la semence des arbres. Alors, et Trees Canada a des spécialistes forestiers qui a aidé avec les espèces où semer les espaces optimales, la plantation basée sur les espèces, humidité du sol, exposition. Bruce a été une excellente ressource pour notre événement. Et c'était une excellente ressource. Eux, ils ont des consultants de diverses régions autour du Canada. Alors, vous parleriez à un consultant qui connaît votre réalité au Canada de l'Atlantique, et ça, c'est un atout, certainement. Darcy a écrit que nous avons reçu du financement pour créer
une garderie d'arbres à but non lucratif et on se demande si on peut appliquer pour que Canopy assiste les autres organisations. On chercherait des coûts de personnel et de graines pour aider les organisations à acquérir les arbres. Si je comprends bien, vous avez reçu un financement pour comme débuter votre espace de semences d'arbres, mais vous regardez à chercher des financements pour couvrir les coûts de graines, de semences et de personnel. Nous, on finance la plantation physique des arbres, mais cependant, pas la création du nursery. Mais une fois que c'est établi et que vous voulez financer la plantation, c'est quelque chose qu'on peut vous offrir. Merci beaucoup tout le monde pour vos questions et Charlene pour tes réponses. Nous allons, juste pour respecter le programme, on va passer à la prochaine présentation, mais s'il y a d'autres questions, on va les noter et on peut vous envoyer ça par après ou vous pouvez même contacter Charlene directement. Elle avait son courriel dans le chat pour nous. Encore une fois, merci beaucoup pour ta présentation et toutes tes réponses aux questions. Merci et j'ai hâte d'en discuter davantage avec vous. Maintenant, on va passer à la prochaine présentation. Alors, nous avons Cal de EOS Éco-Énergie pour présenter à nous. Bonjour tout le monde. Merci Anna pour l'introduction et merci Trevor aussi pour m'avoir invité de présenter aujourd'hui. Je suis content d'être ici et voir tellement de visages se présenter à cet atelier. Alors, moi, je suis la DG de EOS Éco-Énergie. Je suis avec eux depuis 2022 et dans mon rôle courant depuis l'octobre l'année passée, nous, on travaille en étroite collaboration avec nos municipalités locaux qui sont plus petits, moins que 10 000 de population. Et aujourd'hui, je vais partager certaines de nos expériences et on espère qu'on peut partager des astuces utiles qui peuvent inspirer des collaborations entre les municipalités et les organisations à but non lucratif. Alors, une mise en contexte ici de EOS comme organisation pour que vous puissiez comprendre d'où on vient. Nous sommes une organisation communautaire à but non lucratif incorporée en 2004 et on a atteint statut de charité en 2021. Nous, on dessert principalement les municipalités de Trentramar, Strait Shores et Memramcook. Et nous avons des projets. On a fait une expansion de services pour incorporer plus du sud-est de la province, mais on a tendance d'être basé de façon communautaire. Les types de projets qu'on fait sont basés autour de l'efficacité énergétique et énergie renouvelable, éducation communautaire, soit les adolescents ou les adultes, sur tout sujet environnemental ou climatique. On fait la surveillance et gestion des bassins versants. Ça, c'est Trentramar, Rockport, Dorchester et Cape Turpentine. Et on fait aussi de nombreux projets sur l'adaptation au changement climatique et la mitigation et l'atténuation de ses effets. Il y en a de ça que vous allez voir plus tard lorsque je discute de nos travaux avec les municipalités, mais ça inclut aussi des choses telles que des espaces verts, des ateliers, et etc. Alors, l'histoire de EOS, je vais dire, pas moi, ça fait pas si longtemps que je suis ici, mais la PDG et les fondateurs de l'organisation, leur travail au cours des années nous a vraiment gagné une réputation de partenaire fiable avec les communautés et une organisation sur laquelle on peut se fier pour entreprendre des projets reliés à l'environnement et au climat. Et juste un peu de contexte sur les municipalités qu'on travaille principalement avec. Alors, Trentramar, on est basé à Sackville. Ça, c'est dans récemment, depuis 2021, c'est une municipalité amalgamée de Trentramar. Population, c'est 9001 habitants. Et c'est composé des anciennes villes de Sackville, Dorchester et des zones adjacentes non incorporées. Strait Shores,
a été connu anciennement comme Port Elgin, Bayville, Bayfield, Tormentine et d'autres régions de Botsford et DSL de Westmoreland. Leur population se trouve alentour de 1000. Alors, vous pouvez voir la taille de la population de Port Elgin comme un petit, c'était avant l'amalgamation. Je ne sais pas si c'est gelé ou on est parti, mais on a besoin de changer la diapositive. Si on pourrait passer à la prochaine, s'il vous plaît. Désolé pour les difficultés techniques, on essaie de travailler avec. Bon, mais je peux commencer à parler dans ce cas des projets et partenariats que nous avons travaillé dessus sur les dernières années. Nous avons complété des plans d'adaptation au changement climatique pour l'ancienne ville de Sackville, l'ancien village de Dorchester, l'ancien village de Port Elgin et la zone rurale de Tantramar. Et un de nos projets notés a été une coordinatrice municipale du changement climatique et de la durabilité pour la ville de Sackville, puis de Tantramar. Nous avons aussi, on fait des conseils en matière d'environnement pour ces municipalités, y compris les surveillances de l'environnement. Alors, on fait le plan d'entretien des bassins versants, par exemple. Oui, c'est la bonne diapo, oui. Alors, la surveillance de l'environnement, par exemple, pour les bassins versants de tempête qui ont été construits à Tantramar, on a fait de la surveillance de qualité d'eau. Euh, nous faisons aussi plantation et entretien des espaces verts. Alors, nous avons un toit vert sur l'hôtel de ville que nous avons semé et qu'on fait l'entretien. Et de nombreux autres projets d'infrastructures vertes et des forêts d'alimentation autour de la communauté aussi. D'autres infrastructures, projets d'infrastructures vertes. Alors, on a aidé avec les bassins de rétention. Et tous ces projets ont été financés à travers des fonds fiduciaires pour l'environnement du Nouveau-Brunswick, la Fédération canadienne des municipalités et le Green Investment Fund. Et je voulais aussi mettre en relief, beaucoup de ce travail a été effectué ou financé par l'Union d'étudiants de Mount Allison, l'investissement de Mount Allison, les étudiants. C'est petit, mais ça a été excellent pour l'entretien de nos espaces verts où c'est plus difficile de trouver des sources de financement pour l'entretien des projets après leur mise en œuvre. Alors, c'est une excellente ressource qu'on utilise. Prochaine diapositive. Parfait. Alors, maintenant, je vais parler un peu à propos de comment faire fonctionner la relation et je vais donner quelques autres exemples avant de l'aborder. Euh, notre gérant de changement climatique, Jamie Brooks, inaudible. Pour... Et pendant ce temps, certains exemples d'autres projets, l'installation des panneaux solaires ici, le coordinateur de changement climatique, on a entré en partenariat avec l'ingénieur municipal pour coordonner l'installation des chargeurs de véhicules électriques à Sackville et Dorchester. Nous avons aidé à développer et mettre en œuvre une perspective de climat que le personnel municipal peut utiliser pour évaluer les projets s'ils veulent les aborder. Nous avons aussi aidé à développer un inventaire d'actifs pour la ville de Sackville. Ça a été fait avec l'initiative des atouts municipaux ainsi que le comité d'avis de changement climatique, qui est un corps de bénévoles qui fait partie associé à Tantramar. On a aidé avec l'ébauche de certains règles locaux pour les municipalités qui n'ont jamais été amenées au conseil après l'amalgamation, mais
ce travail a été fait et c'est un autre exemple de l'aide qui peut être offerte, aider avec l'ébauche de, disons, un plan de semences d'arbres, un règle locaux et parmi autres. Et on a aussi fait de sorte que le coordinateur de changement climatique surveille la mise en œuvre de ce plan. Plus tard, dû aux coupures de financement, la position est devenue une position à temps partiel. Alors, ça a été partagé entre EOS et la municipalité, qui était comme vraiment intéressant parce que ça leur a permis d'utiliser les expertises d'un coordinateur de changement climatique sans avoir à payer un salaire à temps plein. Et pendant ce temps, il y avait plus d'entretien et des suivis sur les projets complétés. Alors, il y avait la surveillance de la productivité de nos panneaux solaires et l'assistance dans la formation du perspective du climat, surveiller la mise en œuvre du plan d'adaptation et la mise en œuvre et aider le personnel avec les achats. Alors, des nouveaux véhicules électriques qui ont été achetés avec notre consultation. Alors maintenant, si on revient à la diapositive, c'est comment vraiment faire fonctionner la relation. Et je vais faire la lecture et je vais ajouter mes commentaires, mais la principale, c'est la plus évidente, c'est vraiment de favoriser les relations avec les gens dans la municipalité. Ça se passe avec le temps. On se présente aux événements, on essaie de faire des rencontres, on offre un soutien s'ils ont des questions, leur permettant de nous contacter au besoin. C'est une excellente stratégie de garder le contact. Avoir un champion au sein du personnel, c'est très utile. Alors, la nôtre était, auparavant, c'était la directrice des services corporatifs dans la ville, a tombé à être l'individu qu'on traitait avec la plus directe. Et il se pourrait qu'il y a quelqu'un d'autre, ça peut être utile de trouver un membre du personnel qui est vraiment intéressé dans ce type de projet et aussi ont la capacité de vraiment l'aborder. Parce qu'évidemment, vous êtes ici pour fournir une capacité additionnelle. Alors, reconnaître que les personnels municipaux sont très occupés, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça peut certainement être utile d'avoir un champion au sein du personnel avec lequel vous correspondez. Apprendre comment fonctionne la municipalité. Ça va de main en main avec le dernier point qui est de se préparer et anticiper les délais d'exécution les plus lents que ceux du monde des ONG. Alors, si vous travaillez dans une organisation à but non lucratif, vous savez comment rapidement les choses se déplacent. Aussitôt que vous avez votre confirmation, vous pouvez aborder le projet. Ce n'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne pour les municipalités. Il y a beaucoup de vérifications qu'on doit faire pour des bonnes raisons et juste d'avoir l'attente que les choses vont progresser de façon plus lente. Et ça, c'est bien correct. Je crois qu'un bon avis sur le côté municipal, c'est de communiquer par rapport à où vous êtes dans le processus, si vous travaillez sur la confirmation de financement ou les prochaines étapes d'un projet, parce que parfois, je pense que si on vient de l'extérieur de cet espace municipal, c'est difficile de percevoir où on se trouve dans le projet si vous attendez simplement la confirmation. Une autre étape, c'est de s'assurer que vous savez que les financements sont disponibles et la manière de les solliciter, comme par exemple se présenter à des ateliers tels que ceux-ci, utiliser les services du climat atlantique. Sur le bulletin de nouvelles, eux envoient toutes les sources de financement qui sont disponibles. Alors, les financements particulièrement comme FCM, le Fonds des fiducies néo-brunswickois d'environnement. Il y a d'autres types aussi de financement qui existent. Alors, juste garder un coup d'œil sur et être au courant de ce qui est disponible. La prochaine, je ne sais pas si c'est vraiment la plus importante, mais c'est bon de savoir que le conseil municipal est prêt à voter en faveur du projet avant d'investir votre temps. Ça, c'est particulièrement important pour à la fois le personnel et les ONG. Si vous avez déjà rédigé votre application, vous savez l'effort que ça requiert, vous savez que c'est difficile, beaucoup de travail. Et du moins, pour nos municipalités, c'est difficile. Le conseil doit voter pour même appliquer et d'accepter les financements. Alors, c'est bon de savoir à l'avance que c'est quelque chose que la municipalité va favoriser et quelque chose que je pense qui est souvent oublié, mais je ne peux pas mettre assez d'emphase dessus, c'est de garder les lignes de communication ouvertes entre les projets.
Si vous essayez d'établir un partenariat à long terme et continuer à travailler avec quelqu'un dans l'avenir, c'est excellent de juste rester en contact quand vous ne travaillez pas de façon active avec eux. Restez à jour avec ce qu'ils font. S'il y a des changements de personnel, vous êtes au courant qui rentre, qui sort et qui remplace cette personne. Et juste s'assurer que votre visage est connu, vous introduire au CAO et tous ceux que vous allez travailler avec. Et aux quelques mois, contacter les gens et avoir des mises à jour sur ce qui se passe sur leur côté, sur votre côté. Je pense que c'est très utile. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Parfait, c'est celle-là, oui. Je pense que c'est ma dernière diapositive et ça parle juste un peu des avantages et des éléments à prendre en compte. Le but principal de tout partenariat, celle-ci en particulier, c'est que la municipalité soit en mesure d'atteindre ses objectifs sans avoir à consacrer du temps et des ressources supplémentaires dont elle ne se dispose pas. Je crois que c'est très important de se souvenir que le but général, dépendamment du projet, c'est de créer de la capacité. Alors, certains projets et partenariats qui sont à court terme et ils font de l'allure, dépendamment du projet et la portée du projet. Mais si vous regardez à quelque chose comme un plan d'adaptation, un objectif à long terme, un statut de net zéro, c'est important de s'assurer que tout le monde est prêt à continuer après la fin du partenariat. Si ça doit terminer, dépendamment du financement, et juste développer un plan à long terme avec la durabilité en tête, comment vont continuer les choses par après. Et comme j'ai mentionné tantôt, avoir un champion au centre du personnel est excellent, mais plus de support, plus d'abonnement de tout le monde et une plus grande responsabilité pour la durabilité et le succès à long terme est vraiment la meilleure stratégie pour s'assurer que tout ce travail, le travail d'adaptation, c'est du travail pour se préparer pour des événements à long terme. Et donc, je pense que vraiment mettre l'emphase sur le fait que c'est quelque chose qui doit être travaillé dessus de façon consistante. Et ça, c'est nécessaire pour assurer le succès de ce dernier. Et je pense que c'est tout. Oui, prochaine diapo, c'est... Oui, parfait. Alors, vous pouvez me contacter à l'adresse courriel ici, si vous n'avez pas eu le temps de demander aujourd'hui, mais mon courriel est là, director à commercial eosecoenergie.com. Jenny Brooks, qui est la gestionnaire responsable des projets sur le changement climatique chez EOS et ancienne coordinatrice du changement climatique et du développement durable chez Trentremer. Elle a plus d'expérience avec le travail face à face. Et si vous êtes intéressé, eux sont aussi disponibles pour répondre aux questions. Et le courriel se trouve en bas, climatechange à commercial eosecoenergie.com. Parfait. Merci beaucoup, Carl. Vous savez, souvent, moi, je rentre dans les communautés et quelqu'un m'arrive et il me dit, bon, je m'offre comme bénévole à ONG et je regardais au bulletin de nouvelles de Climat Atlantique, j'ai vu cette opportunité de financement. Comment je me présente à la municipalité ou au conseil et leur dire à propos de ceci? Est-ce que je suis dans la bonne place à faire ceci? Et peut-être que notre relation, pareil comme vous, comme EOS a fait, peut être renforcé avec le temps et la municipalité, ajouter de la capacité. Tu as amené beaucoup de bons exemples. On a quelques exemples, quelques minutes pour des questions avant de passer au breakout. Et vous avez parlé des financements. Tu as parlé du FCM, mais il y a aussi le Fonds de fiducie environnementale si vous êtes au Nouveau-Brunswick. Et les salles séparées vont adresser les financements disponibles par province. Alors, si vous avez des questions dans le chat ou sentez-vous libre de lever la main. On a une question. Merci pour la présentation, Carl. Est-ce que tu pourrais nous informer, peut-être c'est trop tôt, mais avez-vous une impression de comment la relation entre EOS
et les diverses municipalités à débuter. Au cas où il y a des organisations ici qui aimeraient se modeler avec votre histoire, ou s'il y a des municipalités qui veulent contacter leurs partenaires ou leurs partenaires potentiels dans leur communauté. EOS était dans une différente position dans le sens que les fondateurs et le conseil étaient très actifs dans la communauté déjà. Alors, il y avait déjà cette connexion d'établi pour débuter. Mais à mon temps, c'est un peu d'informations par rapport à comment j'ai commencé avec ce rôle. Et Amanda Merlin, qui est avec Climate Atlantic maintenant, était la PDG à long terme de EOS. Elle a travaillé pour EOS pour 10 ans dans cette position de directrice. Et récemment, en 2023, oui, 2023, Brittany Cormier a pris le rôle pour elle. Et donc, on a passé à travers ça. Et Brittany Cormier est toujours la PDG. Moi, je prends juste sa position pendant qu'elle est sur pause maternelle. Le processus de transition, je pense, est similaire à comment vous allez établir une connexion. C'est vraiment contacter, faire l'effort de prendre des rencontres, d'avoir des conversations, discuter. Je pense que l'aspect important de discuter comment vous pouvez offrir quelque chose pour la municipalité et un soutien et l'encadrer de façon que c'est un cheminement vers l'avenir pour que vous pouvez atteindre vos buts. Regardez à c'est quoi vos membres de comité, c'est qu'est-ce qu'ils demandent de vous. Nous, on peut combler cette lacune et vous aider à l'accomplir parce qu'on comprend que c'est pas nécessairement le zone d'expertise de tout le monde, les municipalités. Alors vraiment, juste parfois être demandant, c'est utile, mais aussi offrir une stratégie pour combler les lacunes qu'ils expériencent et de continuer avec ce travail, pas seulement le faire une fois, pas envoyer des suivis, etc. Je vois une autre question dans le chat. Alors, est-ce que tu as eu à traiter une situation où les membres du conseil municipal ont changé pendant la période? Si oui, c'est quoi votre recommandation pour gérer ceci? Nous avons des élections en automne, alors les membres du conseil peuvent être hésitants d'aborder un projet quand leur terme s'en vient à finir. À Straight Shores, on était dans le processus. On avait un nouveau. Je ne suis pas certain si j'ai coupé. Je sais que la connexion n'est pas excellente tout de suite. Je sais qu'on espérait d'appliquer à FCM Straight Shores. On avait un nouveau membre du conseil qui était intéressé. Et ça semblait comme un excellent partenariat. Et on sait que leur maire a démissionné et ils n'ont pas de maire en ce moment. Il y avait beaucoup de démissions. Et ce qu'on a dû faire, ultimement, c'est choisir de prendre un pas de recul et leur accorder le temps de réévaluer. On va faire un suivi l'année prochaine. Je sais que c'est une situation unique, avoir aucun conseil, mais je pense que ma recommandation serait de, s'il y a juste une manière de mettre en relief l'histoire du travail accompli, s'il y en a, dépendamment du projet, est-ce que c'est quelque chose qui a été demandé par la communauté pour plusieurs années? Est-ce qu'ils l'ont demandé pour plusieurs années? Et c'est quelque chose qui ne va pas changer, même si le conseil change. Vraiment mettre l'emphase là-dessus. Mais personnellement, non, j'ai pas d'expérience avec cette situation. Il se peut que vous avez juste à attendre à une autre opportunité de financement. Parfois, c'est la meilleure chose à faire. Et je m'excuse si ça aide pas plus.
Excellent. S'il n'y a pas d'autres questions, il y en a un qui vient juste d'arriver de Rebecca. Alors, pour ajouter à ça, qu'est-ce qui se passe-t-il avec le financement si le conseil change d'avis et ils ne veulent pas continuer ou ils ne perçoivent plus la valeur de ce dernier? Euh, j'ai partagé mon idée là-dessus, c'est que si le financement est déjà là, par exemple, vous avez déjà reçu le financement et le conseil ne veut pas continuer, mais il reste toujours des sous. La réalité, c'est que cet argent a été distribué pour, octroyé pour un projet en particulier. Ça ne peut pas être utilisé pour quoi que ce soit d'autre. Alors, juste dire, on est aussi bien de continuer à le dépenser pendant qu'on l'a. Je pense que c'est vraiment, ça, c'est une question assez difficile. Trevor, as-tu quelque chose? Moi, je pense juste avec les fonds d'égalité des municipalités et eux commencent à dire non, on n'a pas besoin de ça, on veut investir à d'autre part. Je vais dire que oui, nous avons récemment, en décembre, appliqué au fonds vert, fonds municipal vert avec Concomore. Et ce que je vais dire à propos de ce dernier, c'est que le conseil a dû créer une motion, du moins dans notre cas, pour appliquer pour les financements. Ils doivent faire une motion pour accepter les financements et faire une motion pour octroyer le financement à nous. Alors ça, c'est quelque chose qui doit être effectué au niveau du conseil. Inaudible. Inaudible. Et l'audio aussi. Non, on a perdu la dernière partie. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça coupe. J'allais juste dire que le conseil, pour être en mesure d'accepter et de dépenser des sous, doit faire une motion, ça doit passer à travers un vote. Et je pense que s'ils ont déjà promis de l'argent dans un budget et ils choisisseraient de ne pas le dépenser, ça va devoir passer à travers d'un processus similaire. Mais je pense pas que c'est aussi simple que juste décider de ne pas le faire, de dépenser des argents qui ont déjà été octroyés. Le budget doit être approuvé bien à l'avance. Merci, Madison, de m'avoir informé. Parfait. Merci, Carl, pour ta présentation ainsi que les réponses aux questions. Alors, d'ici, nous allons passer aux salles séparées. On va ouvrir les salles dans quelques minutes et vous allez le voir arriver sur l'écran. On va avoir une salle séparée par province. Alors, on aura des discussions de financement provincial dans chaque salle. Les salles seront Terre-Neuve et Labrador. Vous allez le voir quand ça arrive. Ça va être intitulé NL ou NL et L. On aura l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. Et pour les Néo-Brunswickois, vous allez rester dans la salle principale pour que vous puissiez continuer à avoir de l'accès à l'interprétation. Alors encore, écoutez la présentation et prendre des questions et réponses en anglais et en français. Une fois que les salles s'ouvrent, vous allez voir quelque chose arriver sur l'écran. Ils vont être intitulés avec la province appropriée. Si vous êtes au NB et vous voulez demeurer ici, vous n'avez qu'à simplement rester dans la salle. Si vous avez de la difficulté à accéder à ces salles, demandez-nous, on peut vous assigner où vous voulez aller, et on va vous assigner à cette salle. Caitlin, on va commencer les salles et on peut passer aux salles. On voit les gens qui se joignent.